Robert Zarder, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette invitation. merci à vous. Une invitation qui tombe à pic, puisque la dissolution de l'Assemblée et du gouvernement a été décidée il y a seulement 24 heures. Ma première question tout de même, Robert Zarder, c'est qui êtes-vous? Robert Zarder, né le 18 janvier 1955 à Alger, arrivé à 6 ans au Blanc-Ménil, qui à l'époque était dans la Seine-et-Oise et qui est désormais dans la Seine-Saint-Denis. Voilà, 3 tiers de vie professionnelle. Le premier tiers, je suis enseignant en université, patron d'un grand centre de recherche. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Après, j'étais dans le capitalisme pur et dur, dans un grand groupe qui a été créé par Christian Pellerin, le promoteur qui a construit à peu près la moitié de la Défense. Voilà, où j'ai fait pas mal de métiers divers et variés dans son groupe. Et puis, à partir de 1992, j'ai créé plusieurs agences de conseil en communication et où dirigé plusieurs agences de conseil en communication. Et pour parler dans le jargon des communicants corporate, c'est-à-dire institutionnels. Parallèlement à ça, et de manière complètement bénévole, non lucrative, j'ai aidé à de la communication politique plusieurs personnalités, ça va de mairie à la présidence de la République, puisque j'ai accompagné dès le départ de son parcours vers la présidentielle François Hollande, et j'ai accompagné en 2017 Emmanuel Macron, ce que j'ai pas fait en 2022. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron lorsqu'on dissout comme ça l'Assemblée? C'est quoi la décision qui est prise? Comment se passe en réalité cette réunion de crise? Je crois qu'il y a encore une fois une vision des choses qui est intéressante, qui renvoie vraiment à la communication politique. De ce que je comprends, de la façon dont la décision a été prise, il y avait plusieurs options. La première, c'était celle qu'avait évoquée Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un mois dans la tribune, où circuler, il n'y a rien à voir, c'est une élection européenne. On voit bien qu'il a été contraint d'abandonner ce scénario-là. Et puis, il y avait 2 scénarios possibles pour prendre acte du résultat, 40% grosso modo consolidé de votes qui vont à des partis de la droite extrême, et donc marquer le coup. Il y avait 2 solutions, et il a choisi la dissolution, et je crois que ça démontre encore une fois le mauvais équilibre qui existe dans ce pays, peut-être aussi ailleurs, quand on parle de communication politique, entre communication et politique. Je crois que là, c'est les communicants qui l'ont emporté sur les politiques, et je suis pas certain que tout ça finisse bien par rapport à l'objectif qu'il peut avoir avec la dissolution, dont on voit à peu près les contours, qui sont un espèce de front uni contre les fascistes. Mais je crains que cette façon de voir les choses soit un peu à courte vue, parce que je pense pas que aujourd'hui 40% des Français soient devenus du jour au lendemain fascistes. Vous pensez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a eu tort de dissoudre l'Assemblée? C'est très difficile de dire qu'il a eu tort, parce qu'on peut pas se mettre à la place d'un président de la République et qui porte beaucoup de choses en direct et lui-même, et il a d'autant plus de choses à porter en lui-même, c'est que plus ça va et plus il prend l'ensemble des sujets en direct. On voit qu'il va mener à peu près toute la campagne quasiment seul, même si elle est courte. Donc est-ce qu'il a eu tort? L'avenir le dira, mais en tout état de cause, je ne vois pas finalement de points d'arrivée de cette décision qui ne conduisent pas presque mécaniquement à un renforcement de la présence du Rassemblement national à l'Assemblée, et toute chose égale par ailleurs, bien évidemment, à une baisse de l'ensemble des autres formations politiques. Et je dis bien de l'ensemble, c'est-à-dire ceux qui y verraient une espèce d'opportunité pour une néo-NUPES, une nouvelle union de la gauche qui sortirait avec plus de sièges, à mon avis, se trompent eux aussi. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va perdre les sièges, tous les groupes vont perdre les sièges qui vont aller au Rassemblement national. Après, ça reste à savoir ce que ça représentera. Il est probable que ça ne représente pas la majorité absolue, mais ça représentera en tout cas, je ne vois pas comment le Rassemblement national ne peut pas être la première force politique à l'Assemblée nationale dans un mois. Quelles étaient ces 3 options à votre avis? Quelles étaient les 3 options qui lui Il y avait une option sauveraient qu'il a vite éliminée, qui s'est circulée à rien à voir parce qu'il était beaucoup trop engagé dans la campagne. La deuxième option était une option un peu intermédiaire, c'est-à-dire c'était une option entre guillemets
plus prudente dans le temps, qui ménageait un peu les semaines qui viennent, qui était d'abord de tenir compte du résultat, mais de tenir compte du résultat sur un plan beaucoup plus institutionnel que Emmanuel Macron n'a jamais voulu réformer, engager, qui est celui d'une forte dose de proportionnelle aux élections, notamment législatives. Et donc il y avait cette voie-là, qui est une voie d'ailleurs qui passe simplement par des réformes de loi qui n'obligent même pas à passer en congrès, qui n'obligent pas à réunir les deux assemblées pour la décider. Et je pense qu'il pouvait fonctionner en deux temps, dire je change le mode de scrutin, donc je passe à la proportionnelle avec une dose de proportionnelle assez importante quand même, pour marquer le coup. Et deux, évidemment, dans la mesure où la proportionnelle sera votée au Parlement, et là-dessus il aurait eu finalement une majorité assez facile à trouver, puisque à part les LR, tout le monde est pour, et à ce moment-là, je ferai une dissolution au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, je choisirai le moment de la dissolution avec un nouveau mode de scrutin. Je pense que c'était une voie qui était intermédiaire entre ne rien faire et aller vers la dissolution. C'est pas la voie qu'il a choisie. Moi, je pense qu'elle était un peu plus prudente, d'autant plus qu'il faut quand même voir que le 7 juillet, donc, il y aura une nouvelle assemblée, peut-être un nouveau Premier ministre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui changera pas. C'est que le 25 ou 26 juillet de mémoire, il y a un truc qui s'appelle les Jeux Olympiques, et que changer de gouvernement 15 jours avant les Jeux Olympiques, avec tout ce qu'on a entendu sur la sécurité et autres sujets, et on voit bien que c'est pas très grave que Madame Oudéa disparaisse du ministère des Sports, mais en revanche, je vois très mal comment on pourra se passer de Gérald Darmanin dans les semaines qui précèdent les Jeux. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut espérer que quelle que soit la formation au pouvoir, elle ait l'intelligence de permettre à Gérald Darmanin d'aller au bout de la période des Jeux Olympiques, avec une espèce de mandat, entre guillemets, de ministre de l'Intérieur temporaire ou intérimaire, parce que je pense que c'est vraiment important de sécuriser ce moment, compte tenu en plus de la situation internationale. Beaucoup d'analystes pensent que c'est un coup de maître d'Emmanuel Macron pour permettre d'avoir un gouvernement avec lequel il cohabiterait, qui serait effectivement issu du Rassemblement national, dans un objectif de les discréditer pour 2027. Est-ce que vous pensez que c'était quelque chose de plausible? Ça s'appelle une stratégie d'apprenti sorcier. Ouais, d'abord, je suis pas certain qu'il les discrédite, parce que on voit bien que Meloni en Italie est au pouvoir depuis maintenant un moment, et que finalement l'ensemble des formations politiques italiennes font avec, entre guillemets. Pas dire qu'ils soient fous de joie, mais ils font avec. Bon, elle fait pas d'erreurs manifestes, et en plus, dans la réalité, elle ne tient pas du tout son programme, puisque l'irrégularisation et l'immigration n'a jamais été aussi forte en Italie, mais comme on est dans un monde de communication performative, personne ne lui en veut, au moins elle considère qu'elle adresse le problème. Donc je crois que c'est déjà un premier aspect, c'est faire un pari qui est dangereux. Le deuxième point, qui a assez peu été quand même mis en avant par les observateurs politiques, c'est un point purement factuel, c'est-à-dire que 2022, ok, il y a un mandat, il y a un parlement. 2024, ça signifie que le parlement qui va être l'Assemblée nationale qui va être en place, elle enjambe la présidentielle. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de nouvelle dissolution, de toute façon, il peut y en avoir que dans un an, une nouvelle dissolution. Mais s'il n'y a pas une nouvelle dissolution ou deux nouvelles dissolutions d'ici l'élection présidentielle, le président de la République qui arrivera aura, bien évidemment, là, il y a sans doute une dissolution à faire, mais il arrivera avec un Rassemblement national extrêmement fort. Et si les députés du Rassemblement national font des campagnes correctes et sont bien implantés, c'est compliqué. C'est-à-dire il faudra quand même qu'ils baissent beaucoup dans un gouvernement, dans une assemblée après 2027 pour pouvoir éliminer leur influence. Donc je pense que c'est un pari un peu difficile. Il n'est pas impossible, il est un peu difficile. Cela étant dit, le Rassemblement national peut avoir aussi une alternative à cela.
c'est de laisser tomber l'idée de voir Bardella Premier ministre. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait être considéré comme n'étant pas capable d'assumer cette fonction par une partie même du Rassemblement national. Donc on peut se demander si, dans les jours qui viennent, le Rassemblement national ne va pas avoir un autre mot d'ordre, qui est de considérer que Emmanuel Macron, ce qui n'est pas faux, a été vraiment en tête du combat européen. Là, il s'inscrit en tête du combat législatif, et que le mot d'ordre du Rassemblement national devienne on vous donnera pas de Premier ministre, vous avez perdu les européennes, vous avez perdu les législatives, partez, M. Macron. Donc c'est pas du tout impossible que le Rassemblement national se mette dans un rapport de force, qui est de ne participer à aucun gouvernement, mais simplement de bloquer suffisamment les institutions, ce qui est possible avec les institutions de la Ve République, et qui conduisent le président à démissionner. Et vous ne pensez pas que lui-même, de son fait, puisse mettre ça sur la table, une possible démission, afin de bien mener cette campagne électorale qui arrive? S'il met lui-même sur la table la démission, compte tenu du contexte général et malgré tout, je crois, du déni qu'il a un peu du rejet des Français pour sa personne, quoi, qui est un des paramètres pour mieux comprendre les résultats électoraux passés, je crains que là, on rentre dans une période d'instabilité absolument démoniaque, parce que s'il met ça sur la table, ça veut dire que, grosso modo, au soir du 7 juillet, il est en situation de devoir appliquer ce qu'il aura promis pendant la campagne. Et là, on rentre dans quelque chose au niveau international, au niveau national, qui paraît très compliqué, avec un président par intérim, etc. Là, pour le coup, c'est une situation institutionnelle absolument intenable. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il va falloir il va falloir prendre en compte, du moins sur l'avenir, le fait que le Rassemblement national va finir par être majoritaire, ou va être majoritaire prochainement au Parlement? Bon, moi, je crois qu'il ne sera pas majoritaire. Il ne sera pas majoritaire, mais il sera, en tout cas, le parti le plus important à l'Assemblée nationale. Au Sénat, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un fait. Après, la seule façon, après, qui est presque une logique d'une banalité sans nom, de pouvoir essayer d'avoir un contrepoids au Rassemblement national à l'Assemblée nationale, c'est une logique qui n'est pas la logique des hommes politiques français ou des femmes politiques françaises, qui est une logique de coalition. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable, je vais prendre une figure assez simple, de rallier dans une coalition de Xavier Bertrand à François Ruffin. Voilà. Aujourd'hui, ça paraît très très difficile parce que il y a beaucoup d'effets d'éviction. C'est-à-dire que là, on voit ces dernières heures que l'Union de la gauche essaie de se reformer, voilà. Avec quel leadership? Alors, est-ce que c'est celui de Raphaël Glucksmann parce qu'il a fait 14%, ou est-ce que c'est celui de Jean-Luc Mélenchon parce qu'aux dernières législatives, il a fait 22%? Donc là, déjà, il y a un premier sujet, à la fois temporel et de ligne. Et le deuxième sujet, c'est de voir comment vont se passer les jours qui viennent en termes d'investiture, parce que c'est toujours très facile de finir une négociation dans la nuit, de finir au bout d'un papier, puis quand il va falloir mettre les noms en face des circonscriptions, considérant que c'est des candidatures uniques, on verra ce qu'il en est. Et par ailleurs, je dirais qu'il vaudrait mieux avoir des candidatures gagnantes que uniques. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux choisir des gens qui sont susceptibles de gagner, plutôt que des candidatures uniques dont on sait qu'elles vont perdre. Et justement, j'en arrive là-dessus. J'aimerais qu'on analyse aussi deux autres faits de communication très importants. Premièrement, Marion Maréchal Le Pen, qui rencontre Jordan Bardella et Marine Le Pen sans même consulter Éric Zemmour, et qui prend un peu des décisions en amont même de lui en avoir parlé. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce parti de reconquête avec cette décision, avec cette possible scission à laquelle on est en train d'assister? Déjà, je pense qu'en amont, avant de vous répondre, je pense qu'il faut essayer de voir quelles sont les différences qui existent entre Reconquête et le Rassemblement national, premier point, et en quoi Reconquête est utile au Rassemblement national. La différence principale, c'est que même si le Rassemblement national reste en tête d'un certain nombre de batailles culturelles, wokisme, féminisme, enfin bon, beaucoup d'éléments variés qu'on peut mettre sous un chapeau, je sais pas si c'est wokiste ou d'autres chapeaux, islamo-gauchisme, etc. Mais c'est de plus en plus quelque chose
qui n'est pas nécessairement majeur dans leur discours, où il y a des aspects économiques, il y a des aspects sur l'immigration, etc., mais qui ne se confondent pas avec une bataille culturelle. Reconquête est inscrit dans une bataille culturelle. Elle est inscrite, d'ailleurs pas tellement dans ce que porte Marion Maréchal, mais clairement dans ce que porte Éric Zemmour en tant qu'homme politique depuis peu de temps et en tant qu'essayiste avant. Donc déjà, il y a une différence de statut et de nature, entre le Rassemblement national et Reconquête. Cette différence de nature fait qu'il n'est pas nécessairement inintéressant au Rassemblement national d'avoir Reconquête. Est-ce que pour autant il faut des accords, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il peut y avoir une utilité de force pour mener une bataille culturelle versus quelque chose qui est beaucoup plus dans le populisme national qui est porté par le RN. Après, cette distinction entre la position de Marion Maréchal et de Éric Zemmour, elle existe depuis déjà quelques mois. Je ne pense pas qu'elle soit réellement un problème. Parce qu'en fait, malgré tout, Éric Zemmour est probablement un des premiers à avoir entonné le chant du Rassemblement des droites. Donc, il va traîner les pieds, mais en fait, ça correspond quand même à ce qu'il lui-même préconisait il y a quelques années, mais lui en rêvant de récupérer Wauquiez, Ciotti, etc. dans le dispositif. Chose qui est faite avec Éric Ciotti, et j'en reviens aux Républicains. Est-ce que, avec cette scission qui est en train de se produire chez les Républicains, à l'inverse, c'est pas la fin des Républicains entre ceux qui rejoignent le parti présidentiel et ceux qui rejoignent le RN? Républicains, c'est de plus en plus un espèce de puzzle quand même extrêmement varié, quoi. Il y a des Républicains qui sont un pied dedans, un pied dehors, des Républicains qui sont les deux pieds dedans, enfin bon. Fort du résultat des élections européennes, malgré objectivement une très bonne campagne de François-Xavier Bellamy, qui arrive finalement à l'étiage de, grosso modo, à un point près, en dessous, mais de la dernière élection européenne, je crois que les Républicains, finalement, connaissent le sort qu'Emmanuel Macron a fait au Parti socialiste dans les dernières années. C'est-à-dire, ils sont vraiment réduits à une toute petite proportion de l'échiquier politique, d'une part, mais d'autre part, surtout, ils sont dans un espèce d'étau qui est entre, d'un côté, la droite extrême, Reconquête, RN, etc., et les Patriotes et autres Asselineau, voilà, ça fait 40%. Et de l'autre côté, leur seule voie de sortie, c'est grosso modo les 14%, 15% de alliés aux européennes. Donc ils sont dans un étau qui est très difficile, et je vois pas bien quel type de dynamique ils peuvent avoir, et quel type d'incarnation. L'incarnation de Wauquiez les emmène très à droite, l'incarnation de Bertrand les emmène assez à gauche. Mais que ce soit Wauquiez ou Bertrand, aucun des deux n'est favorable à une coalition. Wauquiez avec l'extrême droite et Bertrand avec la Macronie ou encore moins la gauche. Donc ils sont vraiment dans une situation très difficile. Après, c'est un parti qui a des racines, qui a des moyens. Voilà, avec l'aide de Place Publique, le PS est arrivé à un peu plus de 14%, alors qu'Anne Hidalgo avait fait, je le rappelle, 1,7% à la présidentielle. Bon, Valérie Pécresse avait fait un peu mieux, mais bon, les Républicains peuvent quand même continuer d'exister, je pense, mais il va falloir qu'eux-mêmes essaient de se reconstruire et qu'ils trouvent à un moment ou à un autre une personnalité, on va dire leur Glucksmann de droite, pour à un moment donné reprendre un peu langue avec les Français. Est-ce que vous pensez qu'au second tour de ces législatives, il y aura encore ce cordon sanitaire qui sera mis en place, le barrage anti-RN, ou est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment... Est-ce que le barrage est pour eux, tout simplement? Je vais faire un rappel assez simple, hein, qui est un peu banal, ce que je vais vous dire. C'est que on est dans un scrutin à 2 tours majoritaire. La question aujourd'hui, à laquelle je ne sais absolument pas répondre, c'est comment sera structuré le second tour. Je pense qu'on peut très bien avoir dans un grand nombre de cas un face-à-face qui ne soit pas un face-à-face Front populaire, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, et
et RN, mais un face-à-face insoumis contre RN. Et là, je crains que soit on se retrouve dos à dos, mais que entre deux mots, ce soit les RN qui sortent vainqueurs de ce type de face-à-face. Donc, c'est très difficile de répondre à vos questions parce que, franchement, il faudra être qualifié au second tour, premier aspect, et c'est pas évident parce que les scores faits par aussi bien la liste de Glucksmann que la liste de Hayet peuvent, dans un paquet de cas, y compris dans des villes, faire que les candidats ne sont pas au second tour. Faire très attention à ça. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui être très prudent sur la configuration finale, parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises sur les seconds tours. Mauvaise surprise, entre guillemets, pour le camp, on va dire, pour faire simple, progressiste. En attendant d'avoir les réponses à ces questions, puisque pour l'instant on reste dans la supposition des événements en cours et qui arrivent dans les jours à venir, j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur votre propre formation, sur ce qu'est un conseiller politique. On a souvent tendance, parfois même en rentrant dans un certain complotisme, à s'imaginer un espèce de spin doctor de l'ombre qui influence les politiques. C'est quoi en réalité être un conseiller politique d'un président de la République? D'abord, il faut avoir une certaine forme d'humilité. Voilà. Il faut quand même préférer l'ombre à la lumière. C'est quand même de moins en moins le cas des conseillers politiques qui prennent beaucoup la lumière dans pas mal d'endroits. Et puis, le dernier aspect, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est la hiérarchie entre communication et politique, quoi. C'est-à-dire que un conseiller en communication politique, il doit d'abord être nourri par la vision politique de celui qui l'accompagne. C'est une difficulté actuelle. J'ai le sentiment qu'on est, dans bon nombre de cas, et en particulier dans le camp majoritaire, dans un monde où, pour des raisons variées, on a en face de soi des personnalités qui ont beaucoup de certitudes et très peu de conviction. Et ça, je pense que c'est vraiment l'équation qui a abîmé ce que voulait construire Emmanuel Macron. Et c'est une équation qui a finalement servi, je pense, quelqu'un qui l'a théorisé déjà il y a un moment, qui est Jérôme Sainte-Marie, qui est aujourd'hui un peu le pilote de beaucoup de choses au Rassemblement national, alors qu'il vient de l'extrême gauche historiquement, et qui avait identifié cette fracture qui se créait entre le bloc élitaire et le bloc populaire. Et je crois que le bloc élitaire, à force de se nourrir de certitudes et d'éviter d'aller sur le champ des convictions et du débat public, finit par aujourd'hui payer assez chèrement cette absence de débat, cette absence d'avancée, et qu'aujourd'hui, une partie du résultat du Rassemblement national s'explique aussi par cette faillite du débat politique auquel la gauche a aussi largement participé. Justement, j'y arrive. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a certains sujets qui ont totalement été occultés par certains partis? Je pense à l'immigration, par exemple, à gauche. En réalité, on en parle très peu. La preuve, c'est que la campagne des Européennes pour la France insoumise, du moins, a été surtout marquée médiatiquement par la cause palestinienne. Comment est-ce qu'on en arrive à épouser certaines causes à 100% et en oublier certaines sur le chemin? Je crois que le monde politique a cédé, dans le fond, à une théorie qui est une théorie plutôt qu'on pourrait qualifier de libertarienne, qui est née aux États-Unis dans les années 70, avec une école qui s'appelait Public Choice, et qui finalement a construit une théorie politique sur l'idée qu'il y avait un marché politique comme il y avait d'autres types de marchés. Et donc cette théorie, même si bien évidemment les insoumis ou la gauche en général s'en défendent, elle permet de développer des stratégies qui sont plus des stratégies d'opinion et de marketing de l'opinion que des stratégies politiques basées sur des idées. Et je crois que ça, c'est vraiment un point essentiel. Alors ça vaut évidemment pour la Macronie aussi. Donc on sert en fait une partie de l'opinion. Alors c'est pas pour ça que pour autant on peut considérer que les gens qui ont défendu l'idée
de lutter contre ce qui se passait à Gaza, tout en respectant le fait que le 7 octobre était un drame pour Israël et les Juifs dans le monde. Mais le problème, c'est quand ça devient finalement de la cuisine politique, et je crains que c'est comme ça que ça a été pensé, en disant, en jouant Gaza, on joue l'affection sociétique des banlieues et le vote des banlieues. Quand on regarde un peu, je suis pas certain que ça a été aussi marqué et fort que ça en termes d'efficience de cette stratégie. Mais malgré tout, ça démontre que de l'extrême gauche à l'extrême droite, cette stratégie de la part de marché d'opinion est réelle. Et après, le deuxième point, donc absence de débat, stratégie de marketing politique fondée sur l'opinion. Et puis ça part quand même d'une équation qui est fausse. C'est l'opinion n'est pas égale au peuple, quoi. Voilà. L'opinion, c'est des représentations, et c'est pas parce qu'on va jouer avec l'opinion que pour autant on a une relation directe avec le peuple. Alors justement, en parlant de relation directe, les réseaux sociaux rentrent de plus en plus en compte dans la communication politique. On voit notamment le Premier ministre Gabriel Attal énormément présent sur l'ancien Premier ministre d'ailleurs. Non, toujours Premier ministre. Il est toujours Premier ministre. Ouais. Il le restera sans doute au prochain gouvernement. Extrêmement présent sur un réseau social TikTok où il s'adresse directement plutôt à un jeune public, utilisateur de ces réseaux. Moi, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la corrélation ou la différence qui est faite entre le traitement médiatique par des médias classiques et justement les médias numériques? Je crois quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans la façon de vivre la politique, de vivre les périodes qu'on vit aujourd'hui, le débat d'idées et l'action d'ailleurs de la société civile comme des politiques. Je pense qu'il faut réinventer le rapport au temps. C'est-à-dire que le sujet des réseaux sociaux est pour moi moins l'existence des réseaux sociaux et de ce qui circule, ce qui est un peu cynique, que le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on est dans l'immédiateté, voire même l'avant-immédiateté dans certains cas. Les réseaux sociaux anticipent des événements ou des actualités, et donc on a construit les fake news, la post-vérité et le cancel culture, etc., tout ça à travers les réseaux sociaux. Et je crois que finalement toute la société participe de cette dérive-là, non pas parce que tout d'un coup l'idéologie complotiste aurait emporté des millions de gens dans le monde à la suivre et derrière. Non, je crois que c'est simplement on a aujourd'hui un rapport au temps qui est extrêmement marqué par cette immédiateté, que les réseaux sociaux permettent cette immédiateté. C'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une dimension générationnelle qui est en train de se construire. C'est que les gens qui sont on est des digital natives, mais maintenant c'est vraiment réseaux sociaux natifs, parce que on pourrait dire X natives, eh bien à l'évidence ont par construction de leur culture, une culture qui va vers les réseaux sociaux. Donc il faut tenir compte de ça, mais je pense que, pour reprendre la phrase d'un sage, dont beaucoup contestent la période présidentielle, mais comme dirait ce bon vieux François Mitterrand, il faut laisser du temps au temps. Et ça a été totalement oublié par les politiques. Je reviens juste à ma question du début. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que se passe une réunion de crise de communication lorsqu'on s'appelle Emmanuel Macron, lorsqu'on est président de la République et qu'on vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée? Donc c'est avant ou après? Juste question, après. Quelle est la crise? Quelle est la réunion de crise qui se déroule juste après? Juste après, il n'y a pas de réunion de crise. La décision est prise et maintenant il faut l'assumer. Là, pour citer, après avoir cité Mitterrand, je peux citer De Gaulle, qui avait une phrase en disant je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais on y est. Donc il faut se taper la situation, si j'ose dire de manière un peu vulgaire. Donc là-dessus, après la crise, il y a pas grand-chose qui se passe. Après, vous savez, j'ai fait pas mal d'interventions dans des conférences, des assemblées extrêmement variées. Et celle dont je garde, dans une certaine mesure, le meilleur souvenir, elle a objectivement rien à voir ni avec ma vie d'économiste, ni avec ma vie de communicant, dans une certaine mesure, c'est avec des psychanalystes. Et on fait un grand congrès de psychanalyse à Paris qui se déroule tous les ans, qui avait la joie de m'inviter. Et le thème, c'était
Effectivement, à travers les travaux de Pessoa, c'était l'intranquillité. Et donc, j'ai essayé d'expliquer l'intranquillité. Alors, appelons ça spin doctor, juste pour s'amuser, ce genre de moto qualifié, mais c'est vraiment l'intranquillité du psychanalyste, c'est-à-dire que vous savez ce que le type en face vous dit, quoi. Vous voyez. Si je prends un cas qui est vraiment typique en termes de communication politique, c'est vous avez Dominique Strauss-Kahn, il se passe le Sofitel, il y a tout ce qui se passe derrière. Objectivement, les communicants sont lamentables parce qu'au 10e mec du Parti socialiste qui dit ce n'est pas le Dominique que nous connaissons, déjà vous êtes voilà. Mais ce qui est terrible, c'est pas tellement le fait, c'est que quand vous allez essayer de communiquer, défendre, etc., lui sait qu'il y a eu Carlton. Il sait, lui. Mais vous ne le savez pas. Et donc, cet échange inégal, c'est ça la difficulté du spin doctor. Quand vous êtes en communication de crise, vous avez en face quelqu'un qui sait de toutes les façons ce qu'il va faire, finalement, quelle est votre valeur ajoutée? Elle est assez faible. Donc, il faut avoir, c'est pour ça que je dis, commencer par l'humilité. Il faut se dire qu'on est toujours dans une situation de dépendance vis-à-vis de la personne qui est en vous. Après, effectivement, et pour le coup, celui qui a un peu théorisé ça et qui l'a porté, mais parce que François Mitterrand avait une intelligence supérieure dans sa relation à la communication, alors qu'on tout le monde disait que vraiment c'était pas son truc, etc. C'est Pilan, et Pilan a réussi à rééquilibrer une relation avec une personnalité politique. Il l'a fait avec François Mitterrand, il a fait ensuite Jacques Pilan a fait ensuite la candidature de Jacques Chirac, mais parce qu'il avait finalement installé une façon de communiquer politiquement avec quelqu'un qui, en face de lui, avait compris l'intérêt des choses. Et on ne peut pas considérer que Mitterrand n'avait pas une face cachée. Je pense que là, en homme politique, la face cachée la plus importante est sans doute la sienne. Et voilà. Mais il y a beaucoup pour moi, il y a beaucoup de liens avec la psychanalyse. D'ailleurs, si Dieu me prêtait vie longtemps, j'entendrais bien une carrière de psychanalyste un jour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en voit quand même assez souvent, ces derniers temps, les femmes au casse-pipe? Je pense à Anne Hidalgo, candidate du PS. Je pense à Valérie Pécresse, candidate chez LR. Manon Aubry, qui en réalité également a été un peu effacée dans cette campagne par une autre femme. Est-ce qu'au final, on n'en voit pas en ce moment des femmes au casse-pipe à chaque fois qu'il y a une élection où on sent que le résultat ne va pas être celui qu'on espère? Oui, il y a un mélange. Alors, je dirais qu'il y a je pense que les exemples ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui, je pense qu'il y a un peu ça. C'est des femmes qu'on envoie effectivement dans un contexte sacrificiel. Mais par exemple, Anne Hidalgo, c'est elle qui a absolument voulu aller elle-même au casse-pipe, hein, comme vous dites, parce que franchement, personne ne nécessairement le souhaitait. Valérie Pécresse, elle est un peu entre les deux, c'est-à-dire je suis pas sûr qu'elle était vraiment pour y aller, mais bon, faute de candidature un peu marquante, elle est allée. On fait les LR avaient une candidature qui était beaucoup plus intéressante que celle de Valérie Bertrand. Ils ont décidé de le tuer dans une primaire, voilà. Donc oui, il y a un côté femme au casse-pipe, et puis après il y a un côté plus globalement, dont on peut là en l'occurrence un peu quand même se féliciter, c'est que si on voit ces femmes au casse-pipe, c'est quand même qu'il y a plus de femmes qu'avant dans les dispositifs. Mais en l'occurrence, on voit bien que finalement dans les premiers ministres récents, Jean Castex s'est à peu près bien traité, y compris sa sortie, etc. Elisabeth Borne quand même beaucoup moins. Donc il y a quand même une petite différence de traitement, au moins au niveau de la Macronie et du gouvernement. Robert Zarader, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation et j'espère qu'on se revoit très vite. À très vite.